Bonjour, très bien, on va commencer. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au webinaire de clôture de la tournée Perspective en action. Merci tout le monde de votre participation. Nous allons passer une heure ensemble et nous allons résumer un peu la tournée Perspective en action et nous allons vous offrir différentes options de consultation. Je m'appelle Ez Bridgman, je suis facilitateur du Opus Group et je serai animateur aujourd'hui. Nous avons trois objectifs pour aujourd'hui. D'abord, nous allons parler de ce qui a été fait dans le contexte de la tournée Perspective en action. Nous allons aussi vous donner des informations sur les domaines d'intérêt du CCF et ensuite nous allons prendre vos questions et vos suggestions. Je voudrais prendre quelques moments pour faire une reconnaissance territoriale. Le Centre des compétences futures reconnaît que Toronto est situé sur des territoires autochtones traditionnels et actuels qui comprennent les Huron-Wendat, les Anishinaabe, les Haudenosaunee et les Mississauga de New Credit. Les traités concernant ces territoires comprennent le pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère, une entente entre les confédérations iroquoises, les Ojibwe et les nations alliées visant à partager pacifiquement et à protéger les ressources autour des Grands Lacs, ainsi que les traités du Haut-Canada. Comme organisation pan-canadienne, le Centre respecte les droits en vertu des traités de tous les peuples autochtones de l'île de la Tortue. Donc, d'abord, notre ordre du jour. Nous allons vérifier la présence des gens et ensuite il y aura la présentation de notre conférencier principal. Ensuite, les questions et finalement la fin de notre activité. Je vois qu'il y a d'excellents messages dans le chat, donc continuez à vous en servir. Nous avons le chat et aussi la fonction questions et réponses. Donc, au moment de la période des questions, veuillez poser vos questions. Et à la fin, on va discuter des prochaines étapes. Vous pouvez nous donner des suggestions sur la façon de vous impliquer. Donc d'abord, une question pour vous. Donc voici la première question. Comment est-ce que les compétences et la formation ont un impact sur les articles importants des médias aujourd'hui, par exemple les tarifs, la réduction du nombre d'immigrants, les préoccupations vis-à-vis de la frontière. Donc comment est-ce que les compétences et la formation ont un impact sur ce qui est hautement médiatisé aujourd'hui? Vous pouvez nous donner des sujets particuliers ou vous pouvez nous expliquer ce qui est d'après vous le rôle des compétences et de la formation aujourd'hui, étant donné ce qu'on voit dans les médias. Donc, nous avons Lisa qui nous donnait la première réponse. C'est nécessaire d'améliorer ses compétences à la lumière de l'impact lié dans notre économie. Les tarifs douaniers ont un impact sur la productivité des entreprises, ce qui a un impact sur les emplois et les apprentissages. Bienvenue, Gary. Est-ce que d'autres personnes ont des réponses à ces questions? Quel est l'impact des compétences et de la formation sur les articles que nous voyons dans les médias aujourd'hui? Une transition équitable nécessite de nouvelles compétences, des possibilités d'offrir les outils nécessaires pour que les travailleurs puissent s'adapter au changement, la résilience à long terme, la reconnaissance des accréditations interprovinciales. Ah oui, il y a de très bonnes réponses dans le chat. Je vais lire quelques autres messages et ensuite on aura la présentation de notre conférencier principal.
Certains programmes de formation sont désuets en raison de l'IA. Les gens n'arrivent pas à investir dans le développement de leurs compétences en raison d'un manque de ressources, ce qui est difficile pour ceux qui ont déjà des difficultés financières. Trisha a dit la transition des travailleurs d'un secteur à un autre. Merci tout le monde. Donc, comme vous voyez, la formation et les compétences sont très, très importants, étant donné ce que nous voyons dans les médias aujourd'hui. Donc, par rapport aux activités du CCF, je voudrais demander à Noel Baldwin, directeur exécutif du CCF, à faire le discours principal de notre activité aujourd'hui. Et donc, peut-être vous avez des suggestions à nous offrir après la présentation de Noel. Donc, Noel, à vous la parole. Merci. Je n'ai pas entendu les autres présentations que vous avez faites. Nous travaillons dans le contexte de ce projet depuis un an. Je suis Noel Baldwin, directeur exécutif du Centre des compétences futures. Toutes et à tous, nous sommes vraiment ravis de vous voir aujourd'hui avec nous pour cette webinaire de clôture de notre tournée. Peut-être vous connaissez déjà le Centre des compétences futures et ses origines. Nos portes ont été ouvertes en février 2019 grâce au financement du gouvernement fédéral. Nous sommes basés à l'Université métropolitaine de Toronto. Nous travaillons avec le Conference Board du Canada et Blueprint et nous travaillons avec Diversity Institute et Magnet. Pour respecter notre mandat, notre raison d'être, c'est de favoriser la recherche sur le développement des compétences qui va vouloir dire de la prospérité pour les Canadiens. Et c'est quelque chose de très important en ce moment. Notre approche est collaborative. Nous travaillons avec toutes sortes de partenaires à l'échelle du pays, les gouvernements, les entités communautaires. Cette collaboration est essentielle. En fait, l'avenir du travail nécessite un travail d'équipe intersectoriel et interprovincial. Au CCF, nous avons investi dans plus de 379 projets de développement des compétences à l'échelle du pays. Nous avons 524 publications ainsi que 2982 projets avec nos partenaires. Ce que nous voulons faire, c'est de faire la promotion des projets pilotes et des compétences. Nous évaluons l'impact de ces projets pilotes. Nous élargissons la portée de ces approches prometteuses et ensuite nous faisons la collecte de toutes ces informations qui viennent de nos partenaires à l'échelle du pays. Nous avons eu des rencontres avec des représentants du gouvernement. Nous avons pu discuter de ce qui se passe avec nos partenaires du marché du travail. Nous avons aidé plus de 99 000 Canadiens à obtenir les compétences dont ils ont besoin pour être couronnés de succès dans cette économie qui évolue rapidement. Nous avons aidé 1,1 million de personnes qui ont pu accéder à ressources qui soutiennent leur parcours sur le marché du travail. Et nous avons pu aider des groupes peu desservis et défavorisés en termes d'équité. Nous les avons aidés dans le domaine de la formation.
Et les marchés du travail sont sous la pression des effets combinés de plusieurs méga-tendances, avec une série de défis d'opportunités à l'horizon. Nous sommes au courant de l'impact déstabilisant des tarifs douaniers de M. Trump, et même si les tarifs douaniers ne sont jamais mis en place, la majorité des Canadiens incarnent un esprit d'équipe. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée avec les bonnes personnes, avec les bonnes compétences au bon moment. Et cela aggrave les autres méga-tendances, par exemple le rôle des nouveaux arrivants, l'impact des changements technologiques comme l'IA et le changement climatique. Il y a aussi la question de ceux qui ont accès ou non à la formation en milieu de travail. Le CCF est déterminé à aider la main-d'œuvre du Canada pour qu'ils puissent faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre résiliente et nous devons nous attaquer à deux facteurs. Le changement climatique, par exemple, qui est vraiment à l'extérieur du contrôle de la majorité des intervenants au Canada. Il y a aussi des outils systémiques, le parcours vers les emplois et l'adaptabilité des PME. Et nous voulons qu'il y ait de la prospérité inclusive pour l'ensemble des Canadiens. Je voudrais donc d'abord parler des parcours vers l'emploi. Étant donné l'imprévisibilité des tarifs douaniers et les changements au niveau des chaînes d'approvisionnement, cela veut dire que la volatilité du marché du travail ne va pas disparaître. Ça veut dire plus de risques de voir de mauvais résultats d'emploi chez les Canadiens. Et donc, quelques questions importantes dans le cadre de nos activités. Quelles sont les composantes essentielles pour que les gens puissent faire la transition vers de nouvelles possibilités d'emploi ou garder les rythmes des exigences évoluantes? Quels sont les rôles des différents intervenants? Il faut quel mécanisme pour optimiser la collaboration pour ce qui est du parcours vers les emplois? Et pour ce qui est de l'utilisation de nos ressources, en fait, c'est la partie la plus importante de notre portefeuille. Nous avons investi dans plus de 100 projets, 137 millions de dollars. Il y a eu 147 rapports ou publications. Et cela comprend des modèles de prestations qui sont pertinents dans tous les secteurs de l'économie. L'utilisation, par exemple, de la technologie pour mieux faire de la formation, pour soutenir les travailleurs à mi-chemin de leur carrière. Un excellent exemple, c'est notre partenariat avec SkillPlan, qui travaille avec les syndicats pour faire diversifier le secteur de la construction. On utilise une approche pan-canadienne de technologie intégrée pour avoir un système de formation virtuelle qui prévoit des possibilités de formation et l'accès aux emplois. Jusqu'à maintenant, plus de 400 organisations, y compris des collèges, des entités communautaires et 14 syndicats utilisent cette plateforme et en tirent profit. Pour ce qui est de la technologie, de l'automatisation, le rythme de l'IA va transformer la majorité des secteurs et la majorité des emplois. C'est quelque chose qui peut perturber les choses, mais il y a aussi des possibilités à saisir, notamment la lumière des problèmes de productivité au Canada, mais gérer l'automatisation alors que son développement accélère sera essentiel pour s'attaquer aux possibilités à saisir concernant l'amélioration de la productivité au Canada. Par exemple, quelles compétences sont nécessaires et comment peut-on aussi atténuer le risque qui est ancré dans cette technologie et dans son adoption? Quelles sont les politiques de développement des compétences qui pourraient être mises en œuvre pour que notre main-d'œuvre soit en mesure
de tirer profit de cette évolution. Nous avons maintenant 64 projets, plus de 40 millions de dollars investis et 79 rapports. Cela comprend de la recherche sur des questions essentielles nous permettant de comprendre l'impact de l'IA qui sera touché par l'IA à l'avenir et comment on peut améliorer notre productivité grâce à l'IA et comment peut-on maîtriser cette technologie pour qu'elle réponde aux intérêts des gens. Une façon de le faire, c'est en nous penchant sur l'adoption de cette technologie dans plusieurs secteurs, par exemple les soins de santé. Donc, nous travaillons avec Michener et l'University Health Network sur la question de faire intégrer l'IA dans la prestation de soins de santé. Il y a maintenant une deuxième phase de ce projet en cours. Nous nous penchons sur des possibilités d'utiliser l'IA pour gérer les résultats chez les patients tout en gérant la confidentialité du réseau des soins de santé. En raison de l'imprévisibilité actuelle dans le monde, au Canada, cette imprévisibilité sera ressentie par les PME qui sont la majorité des entreprises canadiennes et qui représentent la majorité des employés du secteur privé. Ces entreprises contribuent la moitié de notre PIB. Notre économie est façonnée par les PME, mais leur niveau de productivité sont inférieurs en raison de manque de capacité pour le développement des compétences et ils adoptent plus lentement les nouvelles technologies. La taille des entreprises a un impact sur les processus des entreprises, y compris des systèmes de ressources humaines, la capacité d'utiliser l'économie d'échelle, faire la planification à long terme et payer le coût, par exemple, du perfectionnement des emplois. Une économie résiliente veut dire soutenir l'adaptabilité des PME afin d'optimiser les compétences des travailleurs. Et cela veut dire un meilleur processus de recrutement et les solutions qui vont nous permettre d'augmenter les investissements faits dans les PME sont ce qui veut dire des délais plus courts pour faire ces investissements. Et donc, afin de nous attaquer aux obstacles auxquels font face les PME, il faut justement que les efforts soient déployés et quels outils sont les plus susceptibles à améliorer le sort des PME. Et nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, par exemple des conseils sectoriels et des associations sectorielles qui travaillent directement avec les employeurs. Nous avons quelques 15 projets et nous avons investi 10 millions de dollars dans ces projets. Un exemple de la façon dont nous travaillons dans le milieu, c'est en fait un projet avec nos partenaires du secteur de la fabrication. Nous voulons mettre à l'échelle un modèle de rémunération en fonction du rendement où les employeurs se font rembourser 70% du coût de formation des travailleurs jusqu'à 3 000 dollars. Et on permet d'atténuer l'impact de la productivité perdue lorsque les travailleurs doivent aller se former à l'extérieur. Lors de la prochaine phase de ce projet, le projet sera élargi pour mettre à l'épreuve cette approche dans d'autres secteurs. Manifestement, diversifier la main-d'œuvre constitue une stratégie essentielle dans l'ensemble des secteurs. Des efforts pour faire diversifier les métiers spécialisés, c'est-à-dire avoir plus de femmes, plus de personnes racisées et autochtones. En fait, cette approche sera essentielle pour que nous ayons
les infrastructures nécessaires nous permettant de renforcer le secteur de la fabrication et pour atténuer l'impact des tarifs douaniers. Mais l'approche doit être plus vite et nous devons nous concentrer sur des stratégies qui portent fruit. Et donc, en améliorant l'inclusivité de notre économie, il y a certaines approches pour inclure les services secondaires pour les groupes en quête d'équité et comment peut-on relever des obstacles en matière de financement qui minent l'efficacité de ces programmes? Comment pouvons-nous mettre en place des mesures incitatives pour que les employeurs règlent les problèmes au niveau des ressources humaines afin de mieux intégrer les nouveaux arrivants et de reconnaître leurs compétences? Et pour ce qui est du nord du Canada, comment peut-on faire en sorte à ce que de nouvelles stratégies en matière de développement des compétences comprennent les organisations et les administrations autochtones? Nous allons continuer à faire des investissements. En fait, c'est une partie très importante de notre portefeuille, presque 50 millions de dollars investis. Et nous sommes ravis de voir ce que nous faisons avec l'Immigrant Employment Council de la Colombie-Britannique. C'est un programme de formation gratuit qui comprend des évaluations faites en collaboration avec les employeurs canadiens. Et nous nous concentrons sur la culture au milieu du travail au Canada et nous permettons aux gens d'accéder aux possibilités d'emploi, c'est-à-dire chez les nouveaux arrivants au Canada. Lors de la prochaine phase de ce projet, nous allons poursuivre l'évaluation avec IEC-CB et nous allons améliorer l'accès des nouveaux arrivants aux emplois, aux ressources de développement des compétences. Il y aura une plateforme bilingue à cette fin. Et finalement, pour ce qui est des emplois durables, peu importe la perturbation des tarifs douaniers, le Canada traverse actuellement une transition vers une économie carbone neutre. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes concentrés sur les transitions énergétiques nécessaires et en nous rapprochant de ces cibles qui peut-être seront atteintes d'ici une décennie, en fait, nous devons parler de nos besoins en matière de travailleurs qui va faire l'entretien du réseau énergétique et ainsi de suite. Et donc, quelles approches seront efficaces? Comment est-ce que les régions pourront effectuer ces transitions de manière proactive? Comment est-ce que la décarbonisation va toucher la disponibilité des travailleurs spécialisés? Il y a toutes sortes de questions à poser à ce sujet et nous avons apporté plusieurs investissements jusqu'à maintenant. Nous travaillons de manière proactive avec les experts climatiques, par exemple l'Institut climatique du Canada et autres. Et une chose que nous allons continuer, c'est notre projet avec CESTEC. Nous allons mettre à l'épreuve des options qui permettent d'éviter la mise à pied des employés en situation de transition. Et nous sommes en train de tester ce modèle au Canada, un modèle qui a été créé aux États-Unis. Nous allons soutenir plusieurs sociétés de fabrication qui participent à la fabrication de véhicules électriques au Canada. Il y a certains secteurs qui sont à risque en raison des tarifs douaniers et nous allons pouvoir contribuer à la durabilité à long terme de ce secteur. C'est vraiment le bon moment pour cette initiative. J'aimerais maintenant vous parler de la tournée Perspective en action.
Donc aujourd'hui, c'est le webinaire de clôture, mais nous avons pu organiser 6 activités présentielles à Charlottetown, à Toronto, à Vancouver, Regina, Edmonton et Montréal. Et nous avons organisé une séance virtuelle avec nos partenaires du Yukon et des TNO. Lors de la tournée, nous avions plusieurs objectifs. Par exemple, de partager les connaissances sur les projets qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires à l'échelle du pays. Nous avons discuté des obstacles qui existent. Nous avons travaillé fort pour relever les défis dans le marché du travail. Et nous avons suscité la rétroaction de nos partenaires à l'échelle du pays. Et comme vous voyez, à la diapo, il y a des photos qui montrent l'accueil de notre tournée. Nous avons co-organisé des activités avec des partenaires locaux. L'accueil a toujours été chaleureux. Et ce sont d'excellents lieux où nous avons pu organiser nos activités. Et les activités du CCF sont vraiment formidables. Et c'est pas terrible comme réputation. Nous avons eu une très bonne rétroaction par rapport à la nourriture que nous avons pu offrir. Lee McKinney de BioVenture, une société pharmaceutique, a prononcé un discours sur l'impact des investissements dans la formation en milieu de travail et il a parlé de la croissance de son entreprise. Et durant notre activité virtuelle, nous avons eu des discussions avec nos partenaires du Nord sur la réalité du travail dans le Nord. Plus de 500 personnes ont assisté à nos activités. Nous avons eu d'excellentes présentations, des exemples concrets et nous avons pu faire beaucoup de réseautage. Et comme vous voyez, la prochaine diapo, nos ordres du jour étaient très chargés. Donc, vous voyez ce que nous faisions, ce que nous avons fait dans les différentes activités. En fait, vous voyez tous nos partenaires qui parlaient de toute une série de différents sujets. Et la rétroaction que nous avons reçue a été très gratifiante. 92% des répondants ont dit que l'activité a été excellente ou très bonne. Presque la moitié des répondants étaient des personnes qui ont participé aux activités du CCF pour la première fois. Et donc, 6 personnes sur 10 ont dit que c'était en raison du contenu qu'ils avaient décidé d'assister à l'activité. Nous avons eu une rétroaction très, très positive. Selon les participants, nous étions sur la bonne voie. Les domaines dans lesquels nous avons travaillé ont été pertinents et la majorité des participants et des intervenants étaient sur la même longueur d'onde. Et comprenez-moi bien, on a aussi entendu parler des difficultés des participants à lier les priorités de nos initiatives à ce qui se passe dans les collectivités locales. Et c'est bien que vous avez pu nous donner votre rétroaction franche. Et beaucoup a eu lieu avant l'arrivée des tarifs douaniers. Et nos partenaires nous ont dit qu'il faut aussi parler des nouveaux enjeux en émergence. Et on nous demande donc de s'intéresser à ce qui se passe maintenant. Donc, quelle que soit la région, quel que soit le secteur, nous avons entendu parler de défis partagés, par exemple le financement qui n'améliore pas les résultats en matière d'emploi. Il faut que les plans soient à longue durée. C'est très difficile de faire participer tous les intervenants, que ce soit les employeurs, les syndicats, les établissements postsecondaires, le gouvernement. L'offre et la demande
nécessite des investissements stratégiques et un dialogue. Et on nous a dit très souvent qu'il y a toutes sortes de possibilités qui existent, qui favorisent la collaboration. Et nous avons travaillé avec des partenaires comme la Canadian Alliance for Skills in the Life Sciences, une entité avec qui nous avons déjà travaillé. Et donc, nous avons aussi travaillé avec les syndicats et d'autres organisations. C'est maintenant un intervenant très important du développement des compétences à l'île du Prince-Édouard et c'est une entité qui existe maintenant au Québec et en Colombie-Britannique. On a observé aussi que les gens aimaient beaucoup entendre des conférenciers de diverses régions. Donc, que ce soit... En fait, ils aimaient entendre des conférenciers régionaux. Donc, des gens de la Colombie-Britannique qui parlaient de leur programme en Colombie-Britannique ou des programmes FAST dans l'Atlantique. Les gens appréciaient entendre de la part de conférenciers un peu partout au Canada. Les gens exprimaient qu'il y avait beaucoup de cas où on réinventait la roue, mais que c'était aidant donc d'avoir une façon de réseauter pour éviter cela. Les gens ont dit aussi que le centre est unique, qu'on offre un écosystème de formation qui est très solide, avec une bonne souplesse pour que les nouvelles idées puissent fleurir. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Quelle est la prochaine étape? On l'a dit, il y a beaucoup de volatilité et d'incertitude, mais il y a des occasions à saisir. Il y aura certainement des perturbateurs qui vont créer des défis et des barrières par rapport à la réussite et à la productivité. Les compétences, la formation devront être au centre de cette transition. Nous devrons nous assurer que les gens aient les bonnes compétences au bon endroit au bon moment. On n'est pas en train de dire que tout est mauvais, pas du tout. Mais il est vrai qu'on s'est réveillé pour s'attaquer à ces enjeux et avoir une vision plus long terme. La niche du centre est vraiment là pour l'expansion, pour avoir de meilleurs programmes et de meilleures politiques en matière de formation et de requalification du personnel. L'idée, donc, est de développer, de mettre à l'échelle des projets d'innovation. On a pu d'ailleurs annoncer il y a quelques semaines avec le ministre Stephen McKinnon une enveloppe de 14 millions de dollars pour des partenaires avec qui on était déjà en lien pour la formation. Il y aura peut-être d'autres annonces similaires avec d'autres partenaires. Nous sommes là aussi pour nous investir dans le soutien à la recherche stratégique. Nous cherchons à bien comprendre les questions fondamentales. Donc, combien de personnes au Canada investissent dans la formation et à quelle hauteur de leur poche versus financée par leur employeur, par exemple. Nous avons reçu plus de 800 projets potentiels l'automne passé par rapport à ces enjeux. Nous allons continuer aussi de publier, après nos événements, les apprentissages et les leçons tirées. On a travaillé très fort là-dessus d'ailleurs. Je ne sais pas si on va faire une autre tournée comme ça a été fait récemment. Mais voilà, nous travaillons néanmoins avec nos partenaires et nous cherchons à faire du maillage avec les consortiums pour travailler sur le perfectionnement professionnel, le développement des compétences. Bon, je vais m'en tenir à cela pour le moment. C'est maintenant à votre tour de prendre la parole. Vous avez à l'écran le code QR pour notre infolettre. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre prochain événement. On va parler de
Il y a un webinaire voilà, le 2 avril sur l'accélération de la transition. Il y aura des entités en matière d'exportation et de fabrication qui vont parler de l'impact, pas seulement des droits douaniers, mais aussi d'autres éléments qui entrent en ligne de compte pour un bilan carbone zéro. On travaille aussi sur d'autres grands enjeux. Vous pouvez bien sûr toujours utiliser les réseaux sociaux, notre adresse courriel, vous les avez à l'écran. Donc, merci de nouveau de votre présence. Nous espérons entendre un peu, avoir plein de leçons tirées justement après toute cette année de tournée. Merci beaucoup, Noël. Merci de parler de tout ce travail et d'avoir parlé de la tournée Perspective en action. Effectivement, ça a été de grande envergure. Bien. Alors, il y a des gens qui ont des commentaires et des questions. Vous pouvez réagir plus généralement et commenter dans l'espace de clavardage sur Zoom. Si vous avez une question à poser, veuillez utiliser la fonction dédiée, donc la fonction Q et R au bas de l'écran. Donc, nous allons sélectionner certaines de vos questions pour ensuite les poser à Noël. Dans certains cas, peut-être que la réponse viendra par écrit ultérieurement, mais sinon, nous allons tenter d'y répondre en direct. Voilà, alors je vois quelques questions. Alors, je vous laisse quand même un moment pour les poser. OK, alors nous avons quelques questions qui ont été posées. Alors, une question ici qui demande donc, comment connecter les gens avec les ressources, donc en particulier dans le cadre des nouveaux alignements. OK. Alors, premièrement, il y a plusieurs collègues avec nous qui vont faire l'effort justement de communiquer. Nous avons plusieurs événements. Nous proposons ces événements pour que vous puissiez y participer et ainsi bâtir des liens directement avec les gens. L'une des choses que l'on essaie de faire, justement, c'est de savoir, OK, comment s'entraider. Donc, on pourra peut-être aller récolter votre adresse courriel pour en parler davantage. Et vous voyez le volume, en fait, de contenu que l'on offre. Donc, il y a beaucoup de recherches, de rapports, de façon d'interagir aussi via notre site web par rapport à ce qu'on fait déjà. Donc, que ce soit en matière de recherche ou en matière de projet, et ce qu'on a appris. Donc, il y a plusieurs façons d'interagir. Et voilà, on peut aussi interagir de façon plus personnalisée. Merci, Noel. Une autre question par rapport à l'immigration. Je fais une maîtrise en innovation et je ne trouve pas sur quoi me concentrer. Donc, par rapport à l'immigration et l'innovation.
Oui, bien sûr, les choses évoluent beaucoup, même seulement en quelques mois. Le paysage a changé. Il y a des changements par rapport à la façon dont les gens arrivent au pays. Les espaces d'innovation doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. On se concentre sur les changements par rapport au taux d'immigration, surtout si les trajectoires plus temporaires. Et bon, moi, je ne suis pas expert en matière de politique et d'immigration. Mais une chose que je remarque, c'est qu'il y avait déjà des grands enjeux avant ces changements pour s'assurer qu'il y ait des nouveaux arrivants et on réfléchissait déjà il y a quelques années aux compétences et aux atouts que ces nouveaux arrivants amènent. Donc, le défi n'est pas nouveau. Mais je pense que l'idée ici, c'est de travailler avec des partenaires qui se demandent comment mieux faire par rapport à ça, comment mieux reconnaître les compétences des nouveaux arrivants et comment aider les nouveaux arrivants à réussir dans ce nouveau marché. Pas seulement pour entrer sur le marché du travail, mais aussi tout au long de leur carrière. Les nouveaux arrivants, même après plusieurs années, après leur établissement au Canada, ont de la difficulté à progresser professionnellement. Donc ça, c'est un aspect très important. Et cela peu importe les chiffres et le nombre, en fait, d'immigrants qui nous arrivent. Merci. Une question. Est-ce que les méthodes d'évaluation des acquis ont été réévaluées par le centre? Bon, j'ai des collègues qui pourraient peut-être mieux répondre à cette question que moi. Donc, par rapport aux méthodes d'évaluation des acquis, mon constat au cours de ma carrière, c'est que l'évaluation des acquis au Canada se concentrait surtout sur le parcours en éducation et universitaire. L'une des choses qu'il faut savoir à propos des PME, c'est souvent qu'ils n'ont pas aussi des grandes équipes de RH. Et donc, jusqu'à récemment, l'évaluation des acquis, c'était un processus très demandant. On pourrait probablement utiliser des outils technologiques pour aider à cette évaluation. Aussi, nous tentons d'explorer comment partager des ressources afin que ce ne soit pas nécessaire de faire des évaluations des acquis formelles ou aussi, d'ailleurs, de la formation. Par exemple, il y a des réseaux de chambres de commerce provinciales qui mettent en commun des ressources numériques. On a fait la même chose d'ailleurs avec certains consortiums sectoriels. Disons qu'il y avait un intérêt pour ces évaluations, mais on peut le faire secteur par secteur, mais on essaie de bâtir un système pour que ça communique entre les secteurs. OK. On a encore le temps pour quelques questions. Il y a des gens qui ont ajouté des questions par rapport à la reconnaissance des acquis. Donc, considérant
la transition rapide par rapport aux professionnels, comment est-ce que le centre peut aider à court terme les travailleurs et les employeurs à mieux mobiliser les chaînes d'approvisionnement et la mobilité d'emploi partout au pays? One of our colleagues asked that same question in our full team meeting today. So, OK. Oui, je vais répéter la question. OK. On veut réduire les barrières donc de mobilité entre les provinces et territoires. Qu'est-ce que le centre peut faire à court terme pour mobiliser les chaînes d'approvisionnement et accélérer les opportunités de mobilité? Oui, ça, c'est une question assez complexe. Franchement, on ne sait pas exactement ce que le gouvernement va faire concrètement par rapport à cela. Ensuite, la mobilité interprovinciale, il y a plusieurs composantes. Il y a des questions par rapport aux professions encadrées. Il y a une entité qui régit une profession à un endroit, un ordre qu'on paie pour certifier nos compétences. Donc, ça, c'est un type de barrière. Mais il y a des questions plus larges. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que des gens se déplacent d'un endroit à un autre parce qu'une industrie est en croissance ou en décroissance? Et ça nous amène un peu à la question des emplois durables et de la transition. On parle de garderie, on parle de logement, on parle de système scolaire. Ça touche à beaucoup d'autres sphères. Et comment maintenir donc notre qualité de vie en passant d'un poste à un autre. Certains de nos projets pilotes se concentrent sur ces questions. Il s'agit d'enjeux connexes, voilà. Donc, de quoi les gens ont-ils besoin, outre la formation, pour rester résilients et bien formés, bien outillés sur le marché du travail? Et donc, je pense qu'on a une meilleure perspective par rapport à tout ça maintenant. Et on partage ça avec les gouvernements pour s'assurer que les programmes soient efficaces. Donc, bon, c'est peut-être, ça va un peu plus loin par rapport à la mobilité interprovinciale, parce que, bon, justement, qu'est-ce qu'on va faire des autorités réglementaires spécifiques à certaines professions? Ça, c'est une question. Mais aussi, il y a des plus grandes questions pour des transitions réussies et pour éviter, en fait, qu'une transition soit mal exécutée, mal réussie et que les gens soient perdants au final. Merci. Est-ce que le centre aide les équipes à collaborer avec des chercheurs ou autres collaborateurs? Donc, si quelqu'un cherche, par exemple, quelqu'un qui se spécialise en perfectionnement professionnel durable, est-ce qu'on peut être mis en contact? Oui, on le fait dans le contexte de nos projets et de nos partenariats. Donc oui, il y a effectivement un axe, surtout pour les petites entreprises. Donc oui, on les met en contact avec des partenaires pour l'évaluation et on essaie de créer des liens. Il y a le groupe Opus qui est là aussi, qui a des cohortes. Il y a des gens, par exemple, qui ont de bonnes idées, mais qui ont besoin de soutien pour la phase design avant que ce soit que ça passe à une autre étape. Mais oui, on aimerait bien offrir un service de soutien personnalisé, mais malheureusement, nous avons aussi nos contraintes en matière de capacité. Un point qui est certainement vrai, c'est qu'il y a des ressources
qui sont disponibles sur notre site web, incluant justement identifier quels sont des partenaires, des groupes qui peuvent être similaires ou qui peuvent répondre à certains besoins que vous pourriez avoir. Bon, je ne pense pas qu'on peut faire de consultation à l'échelle, mais s'il y a des petites questions ici et là, on peut essayer de vous aider le plus possible. Merci beaucoup. Soyez assurés que nous allons répondre à vos questions par courriel a posteriori si on n'a pas l'occasion de répondre à vos questions en direct. À présent, c'est à nous de vous poser une question. Quel conseil avez-vous à nous présenter? Sur quoi est-ce qu'on devrait se concentrer? Je vais mentionner quelques points qui ont été dits dans la présentation. Donc, la mise à l'échelle de projets d'innovation, la recherche stratégique, le renforcement des capacités, des partenariats, l'apprentissage, le partage des apprentissages, le maillage avec des partenaires et des groupes pertinents. Donc, si vous avez des idées par rapport à ça, on serait très heureux de les entendre. Je vais en lire quelques-unes, justement, qui nous ont été soumises via le clavardage. Donc, je vous laisse une petite minute pour réfléchir à ça. On veut vraiment vos conseils par rapport à ce que l'on devrait faire pour l'avenir. Nous souhaitons vraiment avoir une influence systémique pan-canadienne. Donc, nous attendons vos suggestions avec bonheur. Vous pouvez les ajouter au clavardage. Pendant qu'on attend aussi, je sais qu'il y a eu une autre question qui a suscité de l'intérêt. Attendez, je vais retrouver la question. C'est une question sur l'équité, diversité et inclusion. Donc, croyez-vous que l'attaque des États-Unis sur l'équité, diversité et inclusion va perfuser au Canada? OK, donc pendant qu'on attend vos réponses, peut-être que Noel, on peut avoir une petite réponse, vos réflexions là-dessus. Tout à fait. On a observé ça quand même à quelques endroits au pays. Je pense qu'il est difficile de savoir comment les choses vont tourner. Il y a une diversité de réactions par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis. Je crois que jusqu'à maintenant, et depuis janvier, depuis que l'administration Trump est au pouvoir, il y a quelque chose qui me garde quand même dans un certain optimisme. C'est-à-dire, je n'ai pas vu de grands virages par rapport à la façon dont les employeurs parlent de leurs besoins de trouver de nouvelles sources, de nouveaux bassins de talents et de compétences. Je pense que globalement, les gens reconnaissent, en fait, avec les arrimages, avec les changements d'immigration, tout ça, ça veut dire qu'on travaille plus fort, en fait, pour aller chercher des gens qui ne contribuent pas au marché du travail à la hauteur de leurs compétences. Il y a bien sûr plusieurs facettes par rapport à comment les gens arrivent sur le marché du travail. Et ce n'est pas seulement donc d'avoir son pied dans la porte, mais c'est aussi le parcours professionnel qu'il faut regarder. La démographie évolue et il y a des défis long terme
de grands défis long terme. Qui va prendre la relève des SME, des PME, pardon, avec les gens qui partent à la retraite? Ça, c'est un grand enjeu, par exemple, dans l'industrie de la construction. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de plan de succession, de plan de relève. Donc, oui, les mots parfois changent et il y a une réalité et on ne peut pas se défaire de l'idée qu'on a besoin, en fait, d'une main-d'œuvre diversifiée et d'une équité en matière de travail. Bon, je ne veux pas trop spéculer au-delà de ces quelques commentaires, mais voilà, il s'agit d'un enjeu commercial et ça ne va pas disparaître simplement parce que les gens seraient enclins à adhérer à une chose ou à une autre pour le moment. Superbe. Merci beaucoup, Noel, pour les réponses aux questions. Il y a des gens qui répondent par rapport au conseil qu'on a demandé. Donc, on passe à la clôture de notre webinaire. On vous invite à nous dire de quelle façon aimeriez-vous contribuer à tous ces enjeux pour l'avenir. Vous pourriez le partager ça dans le clavardage. Jane dit « J'adore les webinaires. On est intéressé à avoir plus de webinaires pour parler des leçons apprises, parler des projets, identifier les opportunités pour aider les centres d'excellence, parler des changements commerciaux qui attendent le Canada et les États-Unis. » Voilà, alors je vous remercie. Je vous remercie de votre présence et de votre participation aujourd'hui. C'était la clôture donc de notre tournée Perspectives en action. Merci beaucoup. Nous allons envoyer un sondage immédiatement après la fermeture du webinaire. On vous invite chaleureusement à le remplir. On remercie l'équipe du Centre des compétences futures pour toute cette série et on vous remercie de nouveau pour votre belle participation. Je vais vous souhaiter à ce stade une belle fin de journée et si vous voulez bien mettre dans le clavardage, indiquer de quelle façon vous souhaitez contribuer à l'avenir. Et nous allons colliger tout ça. Merci.